Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un peu toute, comment dire, on va faire un peu de chronologie, on va faire quelques pas en arrière, et notamment pour vous exposer un peu, il y a une profonde logique en fait derrière tout ce qui est en train de se passer, et on va atterrir bien sûr sur les applications dans le domaine de l'agriculture et sous de multiples formes, et je prendrai différents exemples. Pour vous donner mon background, il a été très exploratoire, je dirais, pendant toute ma vie. Ça a été, je suis ingénieur, j'ai fait HEC, je suis allé jusqu'en master en master de psychologie. J'ai fait mon service dans les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, et j'ai prolongé ma période là pendant 2 ans. J'ai tenté l'Everest, donc toute ma vie a été une forme d'exploration. Et ce que je vais partager après avec vous, ça va être un peu ça, c'est les résultats de cette dynamique qui est en cours. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi d'être dans une ferme. Là, j'ai acheté une ferme de 23 hectares que je suis en train de remettre en exploitation, avec des exploitations, je dirais, très particulières, comme la morie, le bambou, la transformation du sanglier, enfin voilà, de multiples activités qui sont un peu orthogonales par rapport à ce que l'on peut entendre et ce que j'ai pu entendre depuis ce matin. Sur le côté privé, et qui m'implique un peu dans la transformation écologique, ou énergétique au moins, ou plus exactement l'affaissement qui va probablement se produire, c'est que j'ai 7 enfants et que j'ai une véritable préoccupation par rapport à eux, que de définir alors ou bien un monde meilleur ou des canaux de sauvetage en fonction de la direction que l'on peut prendre. Tout d'abord, il y a beaucoup de terminologies très très différentes quand on parle de métaverse, quand on parle de Web3 en fait et autres. La grande complexité, c'est qu'il y a des effets d'annonce, comme par exemple pour le métaverse, je dirais, ça a été vraiment lancé par Mark Zuckerberg, c'était en 17 octobre de l'année dernière, où il a dit ma société qui s'appelle Facebook, maintenant je l'appelle Meta, et la direction du futur, c'est le métaverse. Alors le métaverse par Zuckerberg, il est très particulier. C'est un univers 3D qui ressemble pour les plus anciens d'entre vous au Second Life de 2003. Vous avez un univers virtuel, vous mettez des lunettes et puis vous pouvez rencontrer des personnes qui sont des avatars. Je me suis un tout petit peu porté en faux dès le début de cette définition-là, parce que ça, c'est pas très Web3. C'est, comme je vous l'ai dit, de la ressucée de Second Life. Et donc, on a créé France Meta pour justement ouvrir un peu les chakras d'un peu tout le monde sur les différents types de métaverses qu'il y avait. Et on n'est pas obligé de faire de la 3D, on n'est pas obligé de faire des avatars qui soient avec une très grande définition et autres. Et le meilleur exemple, c'est, je suis intervenu au premier métaverse africain, sommet du métaverse africain, c'était au début du mois de juin, et tout le monde était d'accord pour dire que le métaverse tel qu'il a été défini par Facebook ne marchera pas en Afrique. C'est pas du low-tech, c'est du very high-tech en termes de bande passante et différents éléments dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est de dire comment le rendre accessible à tous avec un impact en fait écologique qui soit le plus bas possible. Donc, la naissance du métaverse, elle est un peu venue, et c'est un peu conjoint à l'annonce qui a été faite, mais il y avait déjà eu des réflexions. C'est suite à toute l'évolution de la blockchain que vous connaissez. Moi, j'ai plongé là-dedans en 2015, un peu comme j'avais plongé dans l'Internet en 1992, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est vraiment très fort. Et en l'espace d'une dizaine d'années, donc depuis le premier Bitcoin, le bloc Genesis, le 3 janvier 2009, il y a eu à peu près déjà 3-4 révolutions dans la blockchain. Ça va vraiment très très vite. Et on a fini avec les NFT dont vous avez entendu parler l'an dernier. Il y a des applications très concrètes du NFT. Je suis en train d'en faire dans le secteur des grands crus classés dont je vous ai parlé. Excusez-moi Pierre Papon. NFT, peut-être pour ceux qui sont un tout petit peu moins au courant. C'est ce que je vais expliquer. Merci juste là. Donc les NFT, on en a beaucoup parlé l'an dernier. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une grosse manifestation, il y a eu une vente aux enchères qui était, alors NFT en synthèse, c'est un actif numérique, je vais rentrer un peu plus dans le détail après, mais il y a eu une œuvre numérique qui a été vendue, qui s'appelle Peeble, qui devait être vendue elle avait été estimée à 90 000 $, et en fait elle est partie pour 66,9 millions de $. Et c'était Christie's qui était en train d'organiser cela. C'était en mars de l'année dernière. Et ça a lancé un grand coup d'envoi qui était sur ces actifs immatériels qui étaient à l'époque ça peut être des petits designs, ça pouvait être des photos, ça pouvait être des lieux, ça pouvait être des noms de domaines. De multiples choses ont été faites. Il y a 1 an, j'ai fait une application pour les grands crus classés. C'était en novembre de l'année dernière.
où on s'est posé la question, le NFT pour des grands crus classés, donc une partie de l'agriculture, toute la viticulture française, ça dit quoi? Alors, le NFT, je dirais, la manière dont on a procédé était relativement simple. C'est, vous prenez une bouteille, là, je crois que c'est Château Yquem, mais on a fait du Pétrus, on a fait Château Margaux, en fait, et autres. Vous créez le jumeau numérique. Donc ça, on est relativement habitué à faire des jumeaux numériques. Vous en avez déjà beaucoup rencontré, notamment pour multiples sujets. Mais l'avantage du NFT, c'est que vous pouvez rajouter différents éléments dessus. Vous pouvez rajouter la géolocalisation de la bouteille, vous pouvez rajouter de l'assurance de la bouteille, rajouter du droit de garde, parce qu'après tout, la bouteille, elle peut très bien rester, tant qu'elle n'est pas consommée, dans la cave en fait, du viticulteur, dans le chai du château ou autre. Et on a un peu lancé cette mode-là, c'était une première mondiale comme ça, où on appliquait du NFT pour une traçabilité et en même temps un enrichissement de la simple bouteille, de ce qui constituait la simple bouteille de vin. Il y a eu différentes applications. J'ai travaillé avec le ministère, là c'est le ministère de l'Agriculture et de l'Économie du Pérou, où à un moment j'animais un séminaire pendant une journée et puis le matin on balaye un peu les différentes technologies blockchain, Web3 pour arriver à les assembler les unes avec les autres. Et puis j'ai un des responsables de ce ministère qui vient me voir l'après-midi, c'était un péruvien, enfin un ministère, et qui me dit on va lancer des NFT de l'art péruvien. Et là je lui ai dit mais attendez mon pauvre monsieur, il y a 200 pays dans le monde, si tout le monde commence à lancer des NFT locaux, c'est intéressant pour vous peut-être, c'est pas intéressant pour les autres. En revanche, je lui ai dit, vous avez 6800 variétés de pommes de terre Inca. Les Incas ont été exceptionnels dans la manière pendant 600, 800 ans et peut-être même un peu plus pour travailler, pour explorer la manière de faire des variétés. Ils sont arrivés à 6800 variétés et il y a tout type de variétés. Il y a des pommes de terre hallucinogènes, il y a des bleus, il y a des roses, il y a des hachurés. Vous n'avez idée, sauf si vous êtes allé au Pérou, vous en avez peut-être vu 200, 300 dans les marchés et ils ont tous des goûts différents. Donc là, l'idée, ça a été d'avoir des NFT comme ça qui permettent de commercialiser à la surface de la planète l'ensemble des variétés. Curieusement, ça a beaucoup intéressé les Africains qui connaissent très peu la pomme de terre. La pomme de terre est cultivée uniquement dans une vingtaine de pourcents des terres où on pourrait la cultiver sur terre. Et quand vous regardez les rendements au mètre carré, par rapport aux 0,7 kg que l'on peut avoir de blé, ou moi je suis à la Maurice, je dois être à 1,2 kg, enfin et autres, c'est bien supérieur à cela. Donc là, il y a un outil, vous voyez, au travers des NFT, qui est une manière de commercialiser des licences, de tracer un peu les utilisations qui peuvent en être faites et en même temps d'apporter une solution à une partie de la faim dans le monde. Ça, pour vous dire que le numérique peut aussi servir à ça. La connexion avec les NFT, la connexion entre NFT et métaverse, on l'a un tout petit peu perdu, je me raccroche là. Donc en mars de l'année dernière, il y a ce lancement qui est fait sur les NFT. Et les métaverses, l'idée qui a germé aussi à ce moment-là, c'est de faire des NFT, donc des actifs numériques de mètres carrés d'immobilier, et notamment d'immobilier dans les mondes virtuels tels que les métaverses étaient pensés à ce moment-là. Donc ça a lancé un très grand engouement, et un peu comme pour la blockchain, il y a eu un autofinancement de cette technologie, de ce mouvement, par l'argent qui a été levé. Lors des ICO, les fameuses ICO de la blockchain, quand il y a eu beaucoup de crypto-monnaies, il y a eu 6000 crypto-monnaies qui ont été créées, il y avait 20 milliards qui avaient été levés. Grâce à ce mécanisme-là de vente d'actifs digitaux sur des places de marché en fait, et autres, il y a eu à peu près 20 milliards l'an dernier. Et c'est ce qui a donné les Decentraland, les Sandbox et autres univers qui ressemblent quand même assez fortement à Fortnite, enfin tout ce qui a été mis en place sur Roblox en fait, et autres. Donc, il y a eu deux visions qui se sont un peu rencontrées l'an dernier, ça c'était vers le mois d'octobre, c'est quand Mark Zuckerberg a amené sa définition des métaverses, mais en même temps, il y avait d'autres univers qui étaient en cours de création, donc avec Sandbox, Decentraland, en fait, et autres, sur lesquels il y a pas mal de personnes. Donc, l'association, telle qu'elle a été créée, en fait, a visé à dire attention, il y a une pensée monothéiste qui est à l'œuvre et qui peut déboucher sur du GAFA 3.0. Parce que si on prend la définition de Mark Zuckerberg, en effet, on est parti sur fabriquer, absolument tout fabriquer sur Horizon, donc qui est la plateforme qui a été accessibilisée il y a à peu près un mois par Facebook. Et on dit non, il y a plusieurs dimensions et en fonction de vos besoins, eh vous allez choisir le type de métaverse dont vous avez besoin. Et on l'a classé sur cette charte en partant de la gauche
en nombre de dimensions. À la limite, si vous prenez un fil Facebook, WhatsApp ou autre, vous avez une dimension. Et d'ailleurs, on retrouve assez bizarrement, si on fait un peu de sémiologie, on retrouve le geste du héros quand il était en train de passer et de faire le tour, d'annoncer les bonnes nouvelles dans les villages il y a encore un millénaire, où on tourne comme ça et on fait défiler le fil. Quand vous voyez le scroll down, c'est exactement le rouleau de papyrus qu'on est en train de faire tourner. Donc à côté de ça, il y a la carte qui peut supporter comme ça de l'information. On a essayé de mettre en place quelque chose qui soit un peu plus agréable en termes de métaverse. On a appelé ça le vol d'oiseau, c'est-à-dire où vous représentez comme ça sur une surface, un peu comme depuis un drone, les différentes informations là-dessus. Je vais vous montrer comment ça fonctionne après. Et puis ensuite, vous rentrez après dans le 3D, je dirais de type plutôt jumeau numérique. Alors attention, il y a de la 3D, il y a de la 4D, parce que quand vous faites un voyage dans le temps, là, ça devient assez passionnant. Là, avant-hier, j'étais à Tunis. Il y avait le lancement du métaverse par la Tunisie, ça s'appelle Tuniverse. Ça va faire, je pense, pas mal de bruit parce que ça va être le premier vrai métaverse, je dirais, d'État pour les 54 pays d'Afrique. Et là, ils ne savaient pas trop quoi mettre dedans. Et en fait, en termes de métaverse, je leur ai dit non, ce qui est intéressant, c'est de rentrer par des thématiques. On a choisi la thématique de l'archéologie, donc il va y avoir un métaverse de l'archéologie. Il y a 12 000 sites à peu près qui sont très faiblement exploités en Tunisie. Donc ça, et on va pouvoir se déplacer dans le temps parce qu'on peut remonter de 12 000 ans à peu près en Tunisie. Donc ça, c'est le type de métaverse en fait, que l'on a. Et pour ceux qui sont des gamers invétérés, si vous avez Roblox, Minecraft en fait et autres, vous retrouvez bien ou Epic Games. Avec Fortnite, vous allez bien retrouver les métaverses. Alors là aussi, je vous amène un peu des nuances. C'est quand on parle de métaverse tel que défini par Zuckerberg, c'est 300 000, 400 000 utilisateurs. Vous allez sur tout ce qui est gaming, on est à peu près à 500 millions d'utilisateurs. Une plateforme comme Roblox, c'est 42 millions de personnes qui viennent tous les jours. Donc vous voyez l'effort désespéré qu'a pu faire Zuckerberg pour essayer de dire le métaverse, c'est ça. Simplement, il est en train de contrer toute la perte des nouvelles générations en essayant d'aller vers une approche un peu plus gaming. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait réussi puisqu'il a dû dépenser 14 milliards pour pas grand-chose. Le dernier point qui se développe de plus en plus et qui, lui, suppose du vrai immersif, du métaverse très lourd, et c'est tout le secteur de la formation. Si vous avez déjà eu des lunettes immersives, vous pouvez les tenir une vingtaine de minutes, 20-30 minutes, mais l'expérience est quand même très très forte. Et elle est encore plus forte pour des chirurgiens. Ça a été développé par la société Simango. Vous êtes en train d'opérer. Vous pouvez faire, c'est comme un simulateur de vol, mais là vous avez un retour haptique. Donc c'est des retours avec des gants qui vont vous donner l'impression de toucher en fait directement, de tenir les différents outils, bistouri et autres, pendant l'opération que vous êtes en train de réaliser. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler de la 3,5D, où vous avez vraiment de l'immersif, je dirais, très lourd, très, très costaud. Ça, c'est pour vous donner un exemple de métaverse en 2,5D ou en 2D, où on n'a pas du tout besoin de la 3D. Vous placez comme ça des petits avatars sur une carte et vous avez la possibilité comme ça pour chacun de se connecter les uns avec les autres. Et là, le petit truc qui est magique et auquel je tiens beaucoup, enfin j'adore la technologie, la société s'appelle Work Adventure et elle a mis ça en place. D'abord c'est de l'open source, ensuite c'est très léger en termes de consommation parce que vous allez regarder, si vous l'installez sur votre ordinateur, ça va faire du 5-10% de la CPU. Si vous mettez du Horizon, de la 3D, je veux dire un peu plus conséquente, vous montez à 100-110% très très rapidement. Et là, l'autre élément, c'est le test de scalabilité qui a été fait. C'est plus simplement un métaverse, c'est 1500 métaverses qui ont connecté 30 000 personnes pendant les vacances de Noël de l'année dernière. Et c'est le Chaos Computing Club, le fameux 3C, qui sont des white hats, donc des hackers éthiques, comme on les appelle à l'état-major de l'armée, qui étaient interconnectés pendant une semaine et qui se sont connectés les uns avec les autres. Si vous allez sur le site de Work Adventure ou d'autres, il y a Gather Town en fait et quelques autres, vous allez voir que vous allez créer comme ça très facilement un métaverse en l'espace de 10 minutes. Vous avez votre métaverse, vous pouvez organiser des réunions à 10, 20, 30 personnes.
Nous, là, on en a fait, on en a un pour l'association, et on a pu réunir 2000 personnes comme ça dans ce métaverse assez facilement pour donner la bonne parole et puis éventuellement interagir avec les personnes et partager de l'information et autres. Dans le domaine de l'agriculture, plus précisément et pour le temps qui reste, il y a eu une idée qui est venue, c'était, je ne sais pas si vous avez été à Paris à ce moment-là, mais il y avait une présentation de l'Odyssée sensorielle qui a eu lieu dans la grande allée au Muséum d'histoire naturelle, sous la grande allée de l'évolution. Et j'ai eu un choc ce jour-là, ça a été, il y a eu une sorte d'immersion dans un travail qui a été fait par une société dirigée par Gwenaël, j'ai oublié son nom de famille, mais qui était quelque chose d'assez fabuleux et qui est, vous avez une grande fresque qui fait à peu près une dizaine de mètres de long et vous vous retrouvez dans le sous-sol. Je peux vous assurer, choc énorme, c'est-à-dire que quand on est agriculteur, enfin ma vie depuis 2 ans, d'être en surface, de faire différentes activités, on a une vision des hectares, mais on n'a pas des hectares cubes. Et là, ce jour-là, j'ai pris vraiment conscience de tout ce qui se passait sous le sol. Alors, j'imaginais qu'il y avait des vers de terre, des trucs, mais tout ce qui est philophage, tout ce qui est transformation au travers le travail des topes, enfin bon, tout le travail des bactéries en fait et autres, était représenté ce jour-là. Et je suis resté, ça dure 7 minutes, et je suis resté 4 fois 7 minutes, 4 fois d'affilée pour regarder chacune des séquences en fait et autres. Et il se trouve que j'étais en train de travailler avec un client qui s'appelle Accès Réal, donc, et qui a une coopérative qui a 10 000 adhérents, doit être leader du Malte, et je leur ai proposé en fait d'avancer et de valoriser cette solution-là, et ça a rencontré leur préoccupation que d'amener les agriculteurs à prendre conscience de la biologie, en fait, d'améliorer la biologie qu'on a évoquée ce matin. On arrête de bitumer le sol et en rajoutant toujours plus de minéraux, et en revanche, on essaie de lui donner une chance de redevenir biologique. Donc on est en train de travailler là-dessus pour l'utilisation du métaverse, mais vous voyez que le métaverse, dans ce cas-là, c'est pas une fuite, on ne part pas de la réalité pour aller dans du virtuel. C'est pas les paradis artificiels de Baudelaire, c'est pas du gaming, c'est pas du fantasmé, c'est pas du Ready Player One en train de fuir la réalité. C'est beaucoup plus quelque chose où le métaverse devient un outil, une sorte de couteau suisse digital que vous utilisez pour représenter de l'invisible et apporter une sensibilité comme ça très forte. Et une sorte de choc, un peu comme on peut l'avoir quand on est, moi je l'ai eu en tentant l'Everest, vous avez un choc par rapport à la planète. Les cosmonautes vous le décrivent, il y a une perception comme ça de la finitude de la Terre. Et là, je pense, on va pouvoir arriver à transmettre ce sentiment-là qu'il y a plus de vie en dessous qu'il n'y en a à la surface, même si on a beaucoup de plantes, si on a des prairies, si on a des abeilles, enfin, et surtout tous les animaux, enfin, pour de l'élevage et autres. Donc on est en train de travailler là-dessus, sur comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on le met, est-ce que c'est du cinéma en 3D, est-ce qu'on ferme en fait, est-ce qu'on le modélise. Et moi, la modélisation me semble intéressante et on est en train de regarder, il y a 8 options entre la réalité mixte, augmentée, je ne vais pas vous donner tous les détails aujourd'hui, mais pour arriver à dire, on peut partir d'un état, on fait un carottage, il est possible de modéliser cela, et ensuite d'arriver à modéliser la propagation dans le temps et la manière en fait, dont ça peut évoluer. Et donc là aussi, il y a des données qui vont être à accumuler, à représenter, à travailler en fonction du sol, des contenus et des possibilités qui sont faites. Donc là, le travail, concrètement, il consiste à mixer la substance et les contenus possibles et la formalisation pour les diffusions plus larges. Donc il y a toujours cette image aussi qui me guide là, depuis une dizaine d'années sur le sol quand il a été biologique ou alors le sol quand il a été surexploité. Et donc on est en train de réfléchir un peu sur un scénario, sur un peu tous les scénarios. Alors bien sûr, on aurait rêvé faire répéter cette exposition pour le CIAL, mais on s'y est pris un tout petit peu trop tard, où là on aurait eu à peu près les 2 millions de visiteurs qui auraient pu passer et regarder la même exploration, la même exposition qui avait été faite dans la grande avenue de l'évolution, grande allée, Muséum d'histoire naturelle,
Il y a eu 220 000 personnes quand même qui ont été sensibilisées, ça a été primé, enfin c'était superbe exposition. Donc toute la réflexion là actuellement avec Axéréal est là-dessus, sur comment est-ce qu'on accessibilise cela auprès des 10 000 agriculteurs adhérents pour eux, mais surtout après qu'on arrive à l'ouvrir pour les écoles, enfin pour voilà, un peu tout, et qu'il y a une prise de conscience, une prise de conscience collective comme ça de ce qu'il est possible de faire grâce justement aux technologies. Voilà ce que je souhaitais partager pour laisser un peu de temps, je pense. Il va y avoir pas mal de questions. Donc vous voyez, voyez les applications métaverses, on peut vraiment les ouvrir. Vous pouvez rajouter, bien sûr, croiser du NFT. Moi, je suis en train de prendre, je vais vous donner un autre exemple d'application de la technologie qui peut rebondir sur du métaverse, mais on n'est pas obligé d'en faire. Ce qu'on dit en psycho, il y a une très belle phrase de Maslow qui dit « Pour un marteau, tout ressemble à un clou ». Donc vous allez me voir avec une expertise métaverse et vous pensez que j'en mets partout. Non, le métaverse va s'appliquer dans 5-10% des cas. Pour vous donner un exemple, c'est le ministre, c'était le gouvernement népalais. Le gouvernement népalais me contacte il y a 2-3 ans par l'intermédiaire de quelqu'un que j'avais formé dans une école, ça devait être Kedge ou les hautes études de Genève, et où j'avais parlé de blockchain, de tokenisation du monde, enfin de différents éléments. Et ils m'ont dit comment est-ce qu'on pourrait appliquer la blockchain. On a 10 000 producteurs de thé au Népal, et on se pose la question en fait de comment est-ce qu'on pourrait mieux valoriser le thé népalais. Et le thé népalais, pour l'instant, il est poulé, il est mis dans des grands sacs et ça part avec l'Inde. Et tout ça se transforme en Lipton, enfin, ou autre marque. Et là, l'idée a été toute simple, c'était d'utiliser la blockchain et des tokens, à savoir que vous prenez un appareil photo, vous prenez en photo le champ, vous prenez en photo la personne qui va faire la moisson, et ainsi de suite, et vous faites un token à chaque fois, c'est-à-dire un enregistrement numérique, et vous chaînez ces éléments-là les uns avec les autres. Et là, on est arrivé à produire, ils sont en train de le faire actuellement, la possibilité de, à chaque fois qu'une photo est prise, vous enregistrez la géolocalisation et l'horodatage, ainsi que la personne, et de facto, vous retrouvez à la fin avec une appellation, non pas d'origine contrôlée, mais une appellation d'origine certifiée, c'est-à-dire dans le QR code, vous allez pouvoir remonter et savoir exactement de quelle région ça vient. C'est ce qu'on est en train d'appliquer pour les morilles. Je suis en train actuellement de prendre des photos, et toutes les photos que j'ai des morilles que j'ai plantées dans la ferme, elles sont pas, le mycélium ne s'est pas encore propagé à la surface, ça a été fait il y a à peu près une dizaine de jours, mais les conditions météo, ça y est, sont bonnes, et pendant 6 mois, je vais comme ça suivre un peu toute l'évolution, le documenter. Donc toutes les morilles qui vont sortir, en fait, on pourra les doter d'un QR code par rapport au mètre carré, par rapport à la géolocalisation très précise, et au moment, en fait, où elles vont être collectées. Si on veut aller un tout petit peu plus loin et faire une représentation dans un métaverse, le métaverse devient une sorte d'écran pour la représentation de ces informations-là, si on en a besoin. À nouveau, on n'est pas obligé de le faire. La région pourrait être intéressée à un moment, peut-être pour des raisons d'image, de communication. Bon, voilà. Après, il y a un petit aller-retour qui est à faire. Voilà. Et les exemples, enfin voilà, on peut les multiplier. Je dirais pas à l'infini, mais c'est vraiment, c'est un très beau support pour tous les élèves qui sont là. C'est un très bel outil, je dirais, toute cette partie des technos qui vous permet de combiner ces technos pour arriver à quelque chose de très de neuf, d'utile, parce qu'il y a de la traçabilité, il y a de la certification, il y a de la data visualization, de la data vise, il y a une combinatoire, il y a de la DAO, par exemple, au travers des morilles. On est en train de récupérer toutes les souches en France de morilles et de faire une sorte de concours et de banque, en fait, de toutes les souches de mycélium qui peuvent exister en France. Et on est en train d'arriver à battre les Chinois, parce que les Chinois doivent être à peu près à 0,6 kg au mètre carré. Donc si on veut faire un peu de productivité, on va être à 1,2 kg. Derrière, moi, la finalité que j'avais, c'était, je la partage avec vous, au travers de ça, c'était pas tellement
réellement de gagner de l'argent. Si vous faites 1 hectare, ça va quand même très très vite. Parce que l'hectare à 1 kg par mètre carré et à 50 € le kilo, je vous laisse faire le calcul, ça fait 500 000 €. 500 000 € l'hectare à comparer avec ce que vous pouvez tirer en fait, d'hectares de blé. Donc l'idée là est beaucoup plus de dire par rapport à l'agriculteur qui peut se suicider tous les jours ou tous les 2 jours encore actuellement, c'est peut-être avec 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés en fait, de morilles, il va arriver à se servir un SMIC pour lui et pour sa famille et arriver à vivre un peu plus décemment et peut-être mettre un peu d'argent de côté pour éviter comme mes voisins, d'avoir 650 € de retraite à peu près par mois, alors qu'ils ont eu à peu près une vie de labeur. Donc là, il y a mon combat est un tout petit peu, enfin, combat est peut-être un grand mot, mais mon engagement par rapport à des morilles, par rapport aux NFT tels qu'ils peuvent être faits actuellement et autres, et aussi dans cette direction-là, enfin, il peut y avoir une dimension sociale assez forte. Merci Je rends beaucoup. le micro.